Bon, maintenant que la phase 4 du MCU est terminée, il est temps pour nous de parler des éléments les plus importants qu'introduit cette nouvelle phase, et ce en revenant sur tous les projets sortis depuis Avengers Endgame, histoire que tous les explorateurs se rappellent de ce qui se déroule, le tout sous forme d'un rappel qui résume chaque projet avec les nouveaux personnages introduits, lieux ou pouvoirs et autres artefacts mystérieux. Ainsi, bien débuter la phase 5 du MCU, être à jour sur tout ce qui est important, mieux comprendre certains éléments avec une vidéo claire et concise, bien comme on les aime. Du coup, tout ce qui est important depuis Avengers Endgame, c'est tout de suite qu'on en parle. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on résume tout simplement la phase 4 du MCU. Bon visionnage. Thanos a été vaincu, mais pas sans conséquences. La première étant entre autres le sacrifice de Tony Stark, mais aussi, car il ne faut pas l'oublier, celui de Natasha. L'occasion pour la phase 4 d'ouvrir le bal avec une histoire centrée sur ce personnage, pour mieux le comprendre via le film Black Widow, un film qui se déroule en réalité avant Endgame, ce qui veut dire qu'il ne nous intéresse pas forcément. Toutefois, il faut garder à l'esprit que certains des personnages qu'il présente peuvent revenir dans l'histoire, comme Red Guardian, la figure paternelle de Natasha, ou encore Yelena Belova, la sœur de Natasha. Et justement, la scène post-crédit du film, qui se déroule quant à elle après Endgame, nous permet de revoir Yelena. Une scène qui plus est, introduit le personnage de Valentina, qu'on va également revoir, et dans plusieurs projets de la phase 4. Pour l'instant, on sait seulement que Valentina souhaite utiliser Yelena pour tuer Clint, puisqu'elle a menti à cette dernière pour lui faire croire que Hawkeye était responsable de la mort de sa sœur. Une fois qu'on a mis de côté Black Widow qui se déroule avant Endgame, on peut alors entamer les vrais projets qui racontent la continuité de l'histoire. On peut même dire que c'est maintenant que la vraie phase 4 commence. WandaVision, c'est la première série de la phase 4, et elle est centrée autour du personnage de Wanda Maximoff ainsi que sa transformation en Scarlet Witch. Après avoir perdu Vision, aider les Avengers à tuer Thanos ne semble pas lui avoir permis d'être en paix. Et tous ces sentiments de colère, de haine et de frustration, quant à ce qui lui est arrivé, forcément qu'ils vont finir par sortir. Sauf que, dans le cas de Wanda, c'est sous forme de magie du chaos. Résultat, Wanda finit par contrôler toute une ville, Westview, sans en être réellement consciente, comme si ses pouvoirs souhaitaient assouvir les désirs les plus fous de Wanda. La magie du chaos opère, et elle est même capable de réécrire la réalité de Westview. Vision est de retour, pareil pour son frère, Wanda a des enfants avec Vision et tout va pour le mieux, sauf que toute cette magie, concentrée en un seul endroit, va finir par attirer Agatha, une sorcière très puissante, mieux, la détentrice du Darkhold. Agatha sait que les pouvoirs de Wanda prennent source dans la magie du chaos. Elle souhaite alors les lui voler, sauf que Wanda s'avère beaucoup trop puissante, et c'est plutôt elle qui finit par voler les pouvoirs d'Agatha, y compris son Darkhold. C'est alors le réveil de la Scarlet Witch, l'être destiné d'après le Darkhold à régner sur le monde. Ah oui, et tout au long de la série, un autre personnage va également se découvrir des capacités mystérieuses, et c'est Monica Rambeau, souvenez-vous, c'est la gamine dans le film Captain Marvel, qui a bien grandi entre-temps. Arrive alors la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, une série qui raconte comment Sam va gérer l'héritage que lui a légué Captain America. Lui et Bucky vont beaucoup évoluer durant cette série, et ils vont même faire face à une version factice de Captain America, une version créée de toutes pièces par le gouvernement. C'est alors le moyen pour le MCU de ramener le sérum de super soldat sur la table, sérum que va utiliser celui qui deviendra US Agent. Finalement, ce dernier n'aura pas du tout les épaules pour cet héritage, il ne comprend pas et ne comprendra jamais. Et après avoir prouvé à tout le monde, y compris à lui-même qu'il était le vrai héritier de Steve, Sam devient alors le nouveau Captain America du MCU, récupère le bouclier qui lui a été volé pendant un moment, bref, c'est la renaissance du Captain. Entre-temps, puisque US Agent, John Walker de son vrai nom, possède des capacités surhumaines suite à son utilisation du sérum de super soldat, il est très rapidement approché par Valentina, encore elle, qui, on s'en doute, prépare quelque chose de particulier, puisqu'elle semble être intéressée par plusieurs profils qui rappellent étrangement l'équipe originelle des Avengers. Affaire à suivre. Vous vous souvenez du Loki qui arrive à s'échapper dans Endgame? Eh bien il est temps de découvrir exactement où il est parti. La série Loki, c'est l'occasion de nous introduire au concept des réalités alternatives dans le MCU. Car après tout, ce fameux Loki est censé mourir, sauf que ce n'est plus le cas vu qu'il a été écarté d'un chemin bien précis qu'il était censé suivre à la base. On découvre alors de TVA, Time Variance Authority, un organisme qui veille à réparer ce genre d'incident pour que la timeline sacrée, puisse rester intacte.
On apprend alors qu'il existe en réalité plusieurs versions de nos héros, pareil pour les super vilains, bref, des variants de tout le monde. Par contre, ils ne peuvent pas tous exister, sauf s'ils évoluent dans le chemin de la timeline sacrée. Autrement, ils sont très vite appréhendés par l'organisme TVA, qui semble-t-il les efface de l'existence. De fil en aiguille, Loki et Sylvie, un variant féminin de Loki, vont découvrir que la TVA n'est qu'une façade, et qu'en réalité toute cette mascarade n'est là que pour un seul but, éviter la naissance d'un multivers. Un multivers qui est destiné à entrer en guerre. On nous présente alors celui qui demeure, un variant parmi tellement d'autres qui a réussi à gagner contre ses autres lui durant la fameuse guerre multiverselle, et qui a décidé de créer de TVA pour justement éviter la naissance du multivers. Loki et Sylvie sont en total désaccord concernant ce qu'ils découvrent, et finalement Sylvie tue celui qui demeure. Résultat, la TVA s'effondre, et avec elle vient la naissance du multivers. Sachant que ce dernier s'ouvre de partout, des timelines alternatives à toutes les sauces et les époques, passées comme futures. En d'autres mots, c'est comme si le multivers avait toujours existé. Ce qui veut dire que les variants de celui qui demeure sont de nouveau libres. Ce dernier nous précise même qu'il va très vite revenir nous voir, peut-être même sous plusieurs identités. Ce qui est important à savoir avec la série Loki, c'est que les événements de cette série se déroulent en réalité en dehors de la timeline. Donc ni avant, ni après Endgame. C'est comme si tout s'était déjà passé, même si ça se déroule après. Un petit paradoxe sympatoche, mais rien de méchant. Dites-vous simplement que le multivers a toujours existé. Parmi les nouveaux super-héros qu'introduit la phase 4, Shang-Chi est sûrement l'un des plus intéressants. On le découvre via le film éponyme, qui va nous raconter la véritable histoire des 10 Anneaux, une organisation qui agit dans l'ombre depuis des centaines d'années. À sa tête, on retrouve Wenwu, le père de Shang-Chi, un humain qui a reçu le don de l'immortalité depuis qu'il a trouvé les 10 Anneaux, un artefact mystérieux capable de nombreuses prouesses. Wenwu va alors s'en servir pour écraser ses ennemis et construire son empire. Par contre, depuis qu'il est marié, il a beaucoup changé, même que Wenwu décide de vivre une simple vie de famille. Malheureusement, après la mort de sa bien-aimée, il va complètement perdre la tête et ressortir les anneaux. Une entité démoniaque prisonnière de la dimension Talo, endroit d'où est originaire la femme de Wenwu, va alors utiliser la tristesse de Wenwu pour le contrôler et le persuader que sa femme est encore vivante. Résultat, c'est un combat entre le fils et le père qui va avoir lieu. L'un pense sauver sa femme, l'autre sait qu'il ne s'agit que d'un mensonge visant à réveiller un mal très ancien. Finalement, Wenwu va se sacrifier pour sauver son fils, qui, à l'aide des habitants de la dimension de Talo, va réussir à repousser la fameuse entité démoniaque. Un nouveau super-héros est alors né, Shang-Chi, un maître des arts martiaux et surtout, le nouveau gardien des 10 Anneaux, artefact qui lui offre de nombreux pouvoirs. À la fin du film, Wong entre en contact avec Shang-Chi et on apprend que les 10 Anneaux émettent un signal. Ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose sait où se trouvent les anneaux, reste à savoir de qui il s'agit. En parlant de forces mystérieuses dont on ne sait pas grand chose, il est temps de parler du film Eternals, un film qui explore toute la genèse du monde. On y découvre l'existence des Célestes, des êtres capables de créer la matière, ils créent alors l'univers comme on le connaît, des planètes entières, etc. Qui plus est, leur servent également à donner vie à d'autres célestes. C'est ainsi que des graines de célestes sont envoyées à travers tout l'univers pour que des milliards d'années plus tard ils puissent éclore, détruisant au passage la planète qui les a accueillis durant le processus. Pour favoriser la vie, de laquelle se nourrissent les nouveaux célestes pour éclore, Arishem, l'un des célestes les plus anciens, a créé les Éternels, qui voyagent de planète en planète depuis des millénaires pour aider les célestes à éclore. Toutefois, une fois les Éternels arrivés sur notre planète, ils finissent par s'attacher aux humains, ce qui va les pousser à combattre l'émergence de Tiamut, le céleste endormi à l'intérieur de la planète Terre. La Terre est alors sauvée, mais pas entièrement, car Arishem finit par découvrir que les Éternels ont sauvé la Terre. Il décide alors de juger notre planète. En d'autres mots, il va faire son enquête pour décider si l'humanité mérite ou non d'exister, surtout que leur survie a causé la mort d'un céleste. En d'autres mots, ce Arishem, on sait qu'il va revenir pour déclarer son jugement, mais pas quand il va le faire. Affaire à suivre. Ah oui, et dans ce film, on découvre le personnage de Dane, l'héritier d'une ancienne famille mystérieuse qui possède un artefact tout aussi mystérieux. Arrive alors la série Hawkeye, qui va justement nous reparler de ce super-héros et de comment il va reprendre du service, le temps de gérer quelques soucis quant à son identité cachée, Ronin. Ronin ou Ronin, c'était un peu sa période sombre, juste après le snap de Thanos, où il s'était retrouvé tout seul, vu que toute sa famille a été victime du claquement de doigts. Je vous laisse imaginer l'état mental dans lequel il était.
De plus, une certaine Yelena Belova, la sœur de Natasha, souhaite le tuer car elle croit que c'est lui le responsable de la mort de Natasha. C'était un peu le teasing de la scène post-crédit du film Black Widow. Avec l'aide de Kate Bishop, Clint et Yelena vont finir par faire la paix, si on peut dire ça comme ça. Yelena va découvrir qui est vraiment Clint pour sa sœur, et le tout semble alors rentrer dans l'ordre, le tout après s'être battu rapidement contre Fisk, alias le Caïd, qui est du coup enfin introduit dans le MCU. Vous vous souvenez du scandale autour de Spider-Man, dont l'identité a été révélée à tout le monde à la fin de Far From Home? Eh bien le film No Way Home, c'est alors le moyen d'y trouver une solution. Plus de marquer plusieurs générations de fans de l'homme araignée. Peter est en mauvaise posture, il est même très vite appréhendé par les forces locales. Heureusement pour lui, un très bon avocat va venir l'assister, Matt Murdock, Daredevil en personne. Sauf que toute cette histoire d'identité révélée, c'est pas vraiment idéal pour Peter. Il décide alors de tenter le coup et d'aller toquer à la porte d'un sorcier capable d'exaucer des vœux. Enfin a priori. Doctor Strange va alors aider Spidey en conjurant un sortilège qui altère la mémoire, au niveau planétaire. Sauf que les choses vont très vite déraper. Le sortilège va complètement rater à cause de Spidey, et un effet indésirable va venir mouvementer toute l'intrigue du film. Au lieu de faire oublier l'identité secrète de Spider-Man, le sort va invoquer plusieurs personnes qui connaissent son identité dans d'autres mondes. C'est alors le retour de l'homme sable, le bouffon vert, Dr Octopus, Electro et même Venom. Pour faire face à ce beau monde, Peter va avoir beaucoup de chance, car le sortilège va également invoquer d'autres versions de lui-même, des variants Spider-Man. Sauf que combattre et renvoyer ces personnes dans leur monde n'est pas suffisant. Le sortilège devient de plus en plus instable, et c'est alors toute notre réalité qui est menacée. Un seul moyen pour tout rétablir, renvoyer tout le monde dans son univers respectif, un autre sortilège qui va faire oublier à tout le monde l'identité de Peter, y compris pour ses amis cette fois. Tout sacrifier pour sauver le monde, ce sera le choix fait par Spider-Man, qui se retrouve tout seul à la fin du film. Après avoir perdu sa tante, maintenant il a même perdu son meilleur ami, Ned, ainsi que sa bien-aimée MJ, qui ne savent plus du tout qui il est. C'est alors le début d'un nouvel arc pour Spidey, un arc qui rappelle la véritable histoire de Spider-Man. Ah oui, et en scène post-crédit, on découvre qu'un certain Venom arrive in extremis à laisser une partie de lui dans notre univers avant de repartir chez lui, ce qui veut dire qu'un symbiote est en liberté dans notre monde et qu'il cherche à joindre Spider-Man. Débarque alors la série Moon Knight, sur laquelle on ne va pas tellement s'attarder. C'est seulement une série qui enrichit le lore autour des dieux de l'univers Marvel, plus précisément le panthéon des dieux égyptiens. Et on découvre alors le nouveau super anti-héros, Moon Knight, qui possède un trouble de l'identité. Durant le show, lui et Khonshu, le dieu qui l'a ressuscité et pour qui il travaille, vont se battre contre un autre avatar de dieu égyptien, qui souhaite contrôler le monde. Et si Moon Knight va avoir beaucoup de mal tout au long du show, passant d'une identité à l'autre, il finit par complètement massacrer son opposant, et d'une facilité déconcertante, lorsque l'une de ses identités mystérieuses, la troisième, décide de prendre enfin le contrôle de son corps. On comprend alors la vraie menace que représente ce nouveau personnage, qui peut à tout moment vriller et devenir une bête assoiffée de sang. Vous vous souvenez de Wanda, devenue Scarlet Witch? Eh bien il se trouve que depuis qu'elle possède le Darkhold, elle est devenue complètement folle. C'est dans Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, qu'on découvre le nouveau plan de Wanda Maximoff. Elle a localisé un être capable de voyager à travers les univers, le seul qui existe dans tout le multivers, et souhaite s'accaparer ses pouvoirs pour changer d'univers. Remplacer une autre version d'elle-même, qui elle, a vraiment eu des enfants avec Vision, pas seulement une version créée de toutes pièces via sa magie du chaos. Résultat, America Chavez, cet enfant doué du pouvoir de voyager dans le multivers, finit par entrer en contact avec Doctor Strange, qui décide de l'aider, sauf que ce n'est en réalité pas le premier Doctor Strange qu'elle rencontre. Plusieurs ont déjà essayé de l'aider mais sans succès. C'est alors un film où Wanda, la Scarlet Witch, va se confronter à Strange, maître des arts mystiques. Sauf que Strange ne fait pas vraiment le poids. La magie du chaos de Wanda ainsi que le Darkhold la rendent presque impossible à battre. C'est alors le début d'une course-poursuite à travers tout le multivers. Durant ce périple, Strange en apprend plus sur ses autres versions de lui, ainsi que ce qu'ils ont fait. Pareil pour Wanda, qui finit alors par arrêter sa quête sinistre lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle est devenue. Une version maléfique d'elle-même, pas le meilleur modèle pour ses enfants, bref, elle décide alors de tout arrêter, mieux, elle détruit par la même occasion toutes les copies existantes du Darkhold et dans tout le multivers, pour éviter que quiconque ne se fasse corrompre par sa magie.
Tout va alors pour le mieux. America Chavez rejoint le temple de Camartage pour mieux apprendre à contrôler ses pouvoirs. Quant à notre Strange, il finit par recevoir une mystérieuse visite pour teaser sa prochaine aventure. Destination, la dimension noire, pour essayer de réparer une incursion, un phénomène qui survient lorsque des univers entrent en contact, soit exactement ce qui s'est passé lorsque Strange a visité entre autres l'univers 838. A noter qu'une incursion menace la destruction des deux univers concernés, ou au moins l'un des deux, ce qui là encore nous prépare à ce qui va se dérouler dans le futur. En bref, les incursions, c'est très important. Dans la phase 4 du MCU, America Chavez n'est pas la seule jeune fille au pouvoir mystérieux. C'est également le cas de Miss Marvel, une jeune héroïne qui trouve un bracelet qui lui confère plusieurs pouvoirs impressionnants. C'est alors la naissance d'une nouvelle héroïne, inspirée de Carol Danvers. Ça tombe bien car à la fin de la série, Miss Marvel, Kamala de son vrai nom, arrive à changer de place avec Captain Marvel, un autre pouvoir mystérieux dont est capable le bracelet. A noter que pendant la série, on découvre que Kamala possède le gène mutant. Qui sait, c'est peut-être une conséquence due au fait que du côté de sa mère, ils sont originaires d'une autre dimension, la dimension Noor. Le mystère reste entier, affaire à suivre. Depuis qu'il a participé à vaincre Thanos, nous n'avons plus eu aucune nouvelle de Thor. Il est alors temps de retrouver ce personnage. On apprend alors durant Thor 4 Love and Thunder qu'il est possible de se voir exaucer un vœu par éternité, l'une des entités cosmiques primordiales de l'univers Marvel. Du moins si on est le premier à la retrouver. Une très vieille légende connue de certaines personnes. Une légende à laquelle un certain Gore croit dur comme fer. Et pour cause, il a mis la main sur la Necrosword, une épée capable de tuer les dieux et qui plus est, a permis à Gore d'être sûr que la légende dit vrai. Gore le boucher souhaite se venger des dieux qui ont laissé mourir sa fille. Sauf que tuer un par un tous les dieux qui existent n'est pas envisageable. Ce serait impossible vu l'infinité de l'univers et le nombre de ces derniers. Alors qu'un simple souhait en théorie pourrait tous les effacer de l'existence, d'un seul coup. Seul bémol, la clé pour accéder à l'éternité c'est le Bifrost. Et seul Thor est capable de l'invoquer via sa Stormbreaker. Il est alors temps d'affronter Thor, l'un des dieux les plus puissants qui existent, un Thor épaulé par Jane Foster, qui a fini par devenir la nouvelle utilisatrice de Mjolnir. À deux, ils arrivent à mettre un terme à la menace Gore, mais ce dernier réussit tout de même à accéder à l'éternité. Thor demande alors à Gore de lui faire confiance et d'utiliser le vœu pour ressusciter sa fille plutôt qu'autre chose, ce qu'il va finir par faire. À la fin du film, Jane va succomber à ses blessures et sera envoyée au Valhalla, une sorte de paradis pour les dieux nordiques. Quant à Thor, il est devenu père d'une petite fille, Love, qui se trouve être plus qu'une simple gamine. Pas seulement la fille ressuscitée de Gore, elle semble être en réalité beaucoup plus, peut-être même, la fille d'éternité. La scène post-crédit du film va quant à elle venir nous teaser la suite, avec un Zeus qui souhaite se venger de Thor, car durant le film ce dernier l'a humilié devant tout un rassemblement de dieux. Il est alors temps de teaser un nouveau super-héros emblématique des comics, Hercule, le fils de Zeus, qui rejoint enfin le MCU. Accrochez-vous, c'est bientôt terminé, et notre prochain point concerne la série She-Hulk. Une série qui permet tout simplement d'introduire ce personnage. C'est alors l'occasion de découvrir comment Jennifer Walters devient She-Hulk. On revoit Daredevil, on revoit Bruce, mais pas que, car ce dernier introduit Scar, son fils. Oui, le fils de Hulk débarque dans le MCU. Et en général, c'est une série qui se veut très second degré, donc pas de grosses révélations ou ajouts au MCU, si ce n'est le personnage de She-Hulk en lui-même. Ah oui, et on revoit également Wong, ainsi que l'Abomination. Enfin, c'est au tour de Black Panther 2, qui va venir clore la phase 4 du MCU, en introduisant le personnage de Namor, ainsi que toute la cité de Talokan. Si de son côté, le Wakanda s'est développé loin des regards, au fin fond de l'Afrique, Talokan a quant à elle évolué sous l'océan, une cité qui a également accès au vibranium. Namor est alors comme le Black Panther, le protecteur de son royaume. Depuis la disparition de T'Challa, le pays du Wakanda souffre énormément. Avec la nouvelle menace que représente Namor, il faut très vite trouver une solution. Shuri va alors mettre au point une version synthétique de l'herbe cœur qu'elle va utiliser sur elle-même. Elle devient le nouveau Black Panther, une version très différente de l'ancienne, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un mix entre T'Challa et Killmonger, puisque durant tout le film, Shuri est confrontée à l'appel de la vengeance.
Son inexpérience en tant que leader va beaucoup l'handicaper et ce, tout au long du film. Mais à la fin, elle finit par gagner le combat contre elle-même, ce qui va l'aider à faire la paix avec un Namor qui garde son véritable plan top secret. Il le sait que le monde souhaite s'accaparer les ressources du Wakanda. Il n'est alors qu'une question de temps avant que Shuri n'appelle Namor à l'aide lorsque le monde va leur déclarer la guerre. Ce sera alors l'occasion pour lui de passer à l'attaque et enfin mettre un terme aux agissements de ceux qui habitent à la surface. Le véritable objectif de Namor. Et oui, Namor est très loin d'être un super-héros au grand cœur. Encore et toujours du teasing, mais ce sera le dernier de la phase 4. Entre le jugement d'Arishem, le signal envoyé par les 10 anneaux, la menace de l'incursion ou encore la renaissance d'éternité, il est a priori difficile de voir vers quoi se dirige vraiment le futur du Marvel Cinematic Universe. Du moins, ce serait le cas si on met de côté la plus grande révélation que nous livre la phase 4. L'existence du multivers, c'est l'arrivée d'une guerre multiverselle et avec elle, l'avènement de Kang, des Kang. Mais du coup, comment est-ce que tout ceci est lié à Kang le Conquérant, le nouveau grand vilain de la saga? Comment est-ce que toutes ces intrigues vont converger en une seule? Eh bien, vous avez désormais toutes les informations importantes entre les mains pour découvrir comment la suite va prendre forme, comment les pièces du puzzle vont s'imbriquer les unes dans les autres pour nous peindre cette fresque incroyable que sera la saga multivers. Et ça, eh bien c'est beau. Voilà, ça en fait des projets, et ça en fait des résumés avec seulement ce qui est important. C'est un exercice très compliqué que de résumer un film ou une série de la sorte, sachant qu'il est très facile de se perdre dans des explications pas vraiment judicieuses, ou dans des détails inutiles pour l'ensemble de la phase ou la suite du MCU. Mais je pense qu'on a, avec cette vidéo, toutes les informations vraiment importantes et nécessaires à avoir en tête pour mieux débuter la phase 5 du MCU, et puis ça fait aussi office de rappel général pour toute la phase 4, à destination de fans hardcore comme pour le grand public, qui via cette vidéo va pouvoir mieux comprendre les prochaines intrigues. C'est un peu le moyen pour moi de permettre à tout le monde de suivre les films Marvel. Plus aucune excuse, ce sera la vidéo à envoyer à vos amis pour qu'ils replongent dans cet univers, se remettre à jour et explorer à nos côtés sans être complètement largués. A noter que j'ai zappé des projets comme I Am Groot ou encore le spécial Halloween et Noël qui n'ajoutent pas forcément un gros plus à la phase 4 en termes d'informations importantes, puisque ce sont surtout des projets standalone qui n'affectent pas l'ensemble de la phase 4 ou qui ne seront pas si importants dans la phase 5. Là, au moins, on a tout ce qu'il faut pour débuter la phase 5. Je compte sur vous dans les commentaires pour ajouter des informations à cette vidéo si vous le jugez nécessaire, afin de créer un espace commentaire qui ajoute du plus, histoire que vous aussi, vous puissiez participer à cette vidéo. Une vidéo qui j'espère vous aura plu et permis à certains de se replonger dans le MCU ou de se rappeler des points les plus importants de chaque intrigue. Bref, une vidéo qui je n'en doute pas va aider beaucoup de personnes, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui en ont besoin, désormais on sera tous au même niveau. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir, pour une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Je suis d'ailleurs curieux de connaître votre projet préféré de la phase 4. Pour ma part, je pense que c'est Doctor Strange 2, ou alors Loki. Vraiment, ça se joue entre ces deux-là. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle exploration. On va enfin entrer dans le vif du sujet avec la phase 5. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.